Bonjour à tous, c'est Jonathan et c'est moi qui vous accompagnerai tout au long de ce making-of du court-métrage La Chaise réalisé par Caria Loïc. Si vous ne l'avez pas vu, vous trouverez un lien dans la description. Mais cette vidéo est également un tutoriel pour celles et ceux qui souhaiteraient utiliser les logiciels de motion capture d'Episoft. Commençons d'abord par répondre à deux questions qui me semblent essentielles. Qu'est-ce que la motion capture et comment les logiciels d'Episoft nous permettent d'en faire ? Histoire d'en faire un rappel, la motion capture consiste à capturer les mouvements d'une personne pour les retranscrire dans un espace 3D virtuel. Par exemple, si vous sautez et que vous faites une roulade, dans un espace où ces mouvements sont capturés, votre personnage 3D fera ses mouvements dans le décor 3D modélisé. Ces mouvements peuvent ensuite être retouchés de diverses façons sur votre logiciel 3D. Ici, nous allons vous présenter la démarche pour une utilisation sur Blender. La première chose à savoir, c'est que la motion capture est une technique majoritairement destinée aux professionnels, et il est très dur de trouver des logiciels à un prix abordable, surtout si vous comptez vous en servir dans un projet personnel, à moins d'avoir peut-être une maison de production et donc un certain financement sur votre projet. Ce n'est pas le cas du court-métrage La Chaise. Ce logiciel est accessible et est loin d'être insurmontable, mais il va vous demander pas mal de préparation et d'équipement. C'est principalement ce point-là que nous allons détailler ici. Avant toute chose, il faut savoir que ce procédé de motion capture se fait par le biais de deux logiciels distincts mais complémentaires dans leur utilisation. EP Recorder et EP Mocap Studio, disponibles uniquement sous Windows. Ces deux logiciels vont effectuer des tâches différentes, mais vous aurez besoin des deux pour pouvoir sortir un fichier .bhv et travailler vos animations sur vos logiciels 3D. Il est également bon de préciser que lorsque la motion capture a été réalisée, la documentation de la troisième version de ces logiciels n'était pas encore finalisée. Dans tous les cas, si vous décelez une erreur dans cette vidéo, n'hésitez pas à la signaler dans les commentaires, nous ferons des annotations. Avant de rentrer dans le vif du sujet, sachez que pour ce projet, il y a eu deux tentatives de motion capture. La conception de ce court-métrage a débuté en décembre 2013. Son écriture s'est faite sur plusieurs jours durant le mois de janvier 2014, puis la mise en place du décor s'est effectuée de mars à avril 2014. Très rapidement, nous avons conçu un plan papier vu de haut pour ensuite construire à l'aide de Lego une maquette du plan. Comme cette maquette permet de visualiser un premier volume 3D global à la scène, elle sert de repère lors de la modélisation en 3D du décor. Vient ensuite l'éclairage qui a nécessité une intense journée de travail. Et enfin, une première tentative de captation de mouvement a pu se faire dans un gymnase, mais elle a échoué, pour des raisons que nous développerons par la suite. Nous avons étudié les dysfonctionnements les uns après les autres et après avoir contacté les développeurs du logiciel, ce que vous pouvez également faire en cas de problème, nous avons pris la décision de refaire une autre session de motion capture, mais cette fois en prenant en compte scrupuleusement tous les paramètres. Malheureusement, suite à de nombreuses contraintes financières et quelques problèmes de santé, il nous a fallu attendre un an pour que ce deuxième essai ait lieu, début août 2015, dans une autre salle. Cette fois-là, la capture de mouvement s'est correctement déroulée, mais clairement, le logiciel peut faire bien mieux que ce que nous avons pu avoir comme résultat. Vous allez comprendre pourquoi plus tard. Nous allons également vous indiquer quels ont été les soucis rencontrés et les imperfections que l'on a pu découvrir. Tout ceci pour vous permettre de faire au mieux. Nous allons maintenant entrer dans la partie plus technique et plus pédagogique. Commençons par EP Recorder. Ce logiciel va enregistrer plusieurs vidéos réunies en un seul fichier. Vidéos sur lesquelles vos mouvements seront réalisés dans un espace déterminé par vos soins, ou plutôt par les possibilités que vous donne la salle dans laquelle vous êtes. Pour réaliser cela, il vous faudra un ordinateur sur lequel il est possible de brancher 4 caméras PSI qui vont filmer l'acteur et ses mouvements. Les PSI sont des petites caméras fabriquées par Sony lors de la sortie de la PlayStation 3 en 2006. C'est une version améliorée de l'iToy de la PlayStation 2. Les PSI de la PlayStation 3 sont actuellement vendus à des prix très abordables, aux alentours de 10 €. A savoir que l'on peut monter jusqu'à 6 caméras branchées sur un seul PC et 16 si l'on branche plusieurs PC en réseau. Nous allons vous montrer comment procéder avec 4 caméras. Il faut les brancher en USB, mais vous allez difficilement pouvoir brancher plus de 3 caméras sur un ordinateur et ce même si vous avez 6 prises USB. Pourquoi ? En fait, le débit de chaque caméra occupe la moitié de la bande passante de chaque contrôleur USB. Et comme sur une carte mère il n'y a jamais autant de contrôleurs USB que de prises USB elles-mêmes, ce sont donc 2 caméras par contrôleur. Vous pouvez voir ici le PC que nous avons fait sur mesure pour EP Recorder. La carte mère ne contenait que 2 ports USB pour 4 prises sur la carte mère. Nous en avons rajouté 2 via une carte PCI rajoutant 4 ports USB 2.0. Mais la carte mère ne disposait visiblement que d'un contrôleur PCI malgré ces 2 ports. Il était donc inutile de rajouter une deuxième carte.
Si vous voulez en savoir davantage à ce sujet, nous vous proposons d'aller consulter la vidéo qu'a faite le youtubeur Electronic Arts à propos du port PCI. Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous parler des ports PCI. Vous savez ce que c'est les ports PCI? Enfin je le suppose, ou si vous ne le savez pas, ce sont des ports pour rajouter des fonctions à votre ordinateur. Ce sont en gros ces ports blancs qui permettent en gros d'ajouter une carte son, une carte graphique. Alors la petite question du moment c'est combien voyez-vous de ports PCI là-dedans? Alors vous allez vous dire la réponse est assez facile. On a 5. Non, il n'y en a qu'un seul en fait. C'est ça le problème du port PCI. Il n'y a qu'un seul port PCI en fait. Parce que tous ces ports-là, si vous regardez le schéma de construction devant, derrière et tout ça, mais on le voit surtout devant en fait. On voit que les lignes sont reliées d'un port à l'autre sur la même broche comme ça, là, en série. Et donc sont reliés directement jusque là, en fait. Et sachez que c'est la même chose pour le port PCI Express. Les USB 3.0 rajoutés ici via une carte PCI Express ne comptent que pour un seul contrôleur USB. Ce qui fait au total 4 contrôleurs USB. Les 2 contrôleurs déjà sur la carte mère, celui du port PCI et celui du port PCI Express. Niveau prix, comptez approximativement 10-15 € pour une carte PCI avec de l'USB 2.0 pour 4 ports. Nous vous déconseillons les modèles de chez NEC qui, selon la documentation Hippiesoft, souffrent d'un défaut de fabrication les empêchant de monter à la vitesse maximale de l'USB 2.0. Quant à la carte PCI Express avec l'USB 3.0, comptez 20-25 € et un peu moins si vous choisissez une carte avec seulement 2 ports. En ce qui concerne le PC lui-même, il vaut mieux choisir une carte mère avec un maximum de ports d'extension et de ports USB. Ici, il s'agissait d'une Gigabyte GA-G31M ES2L. Elle peut contenir un maximum de 4 Go de RAM. Venons-en maintenant au processeur. Hippie Recorder ne demande pas quelque chose d'extrêmement performant, mais évitez de vous contenter d'un monocœur, comme le Pentium 4. Pour ce court-métrage, le PC qui a effectué l'enregistrement sur Hippie Recorder dispose d'un Pentium dual-core à 2,5 GHz. Nous vous déconseillons d'utiliser pour cette étape une configuration plus légère. Il est donc préférable d'avoir quelques connaissances en assemblage PC pour pouvoir ajouter des cartes USB supplémentaires si besoin est. Il est possible que votre ordinateur ait suffisamment de contrôleurs USB sur la carte mère sans modification, mais il vaut mieux prendre les devants. Vous pouvez vérifier dans le gestionnaire des périphériques si votre carte mère dispose de suffisamment de contrôleurs USB. De ce fait, j'aimerais vous donner un conseil. Quand vous faites intensivement de la vidéo et que vous avez de l'ambition, l'informatique est primordiale, la vidéo passant aujourd'hui essentiellement par le numérique. S'y connaître un minimum pour choisir ses pièces et assembler tout seul son PC, c'est un plus indéniable qui ne fera clairement pas de mal au porte-monnaie. Mais nous vous déconseillons de partir sur une configuration moins performante que celle dont nous disposions, car s'il n'y avait aucun problème lorsque l'enregistrement était paramétré en 640 par 480 à 30 fps, c'était une toute autre histoire lorsqu'il s'agissait de faire cela en 60 fps. Nous avons pris un maximum de rush et fait l'ensemble des prises en 60 puis en 30 fps. Cela dit, le problème peut venir des câbles. Nous avons utilisé des câbles de marque CSL achetés sur Amazon pour une dizaine d'euros. Nous y reviendrons plus loin. Quoi qu'il en soit, nous donnerons plus d'informations à ce sujet dans une autre vidéo lorsque l'on aura pris le temps de faire des tests plus approfondis. En tout cas, si vous disposez d'une carte mère au socket 775 quelque part, elle pourra faire l'affaire, à condition de lui mettre un processeur Pentium dual-core à 2,5 GHz au minimum, comme ce fut le cas pour nous. Maintenant, nous avons le PC, les caméras PSI, mais on les pose comment ces caméras ? Il vous faut des trépieds d'une hauteur de 2 mètres, de préférence 3 mètres. Vous pouvez faire sans, mais très difficilement. C'est pas un souci. Là, on peut le faire déjà. Il y a juste celle-là qui va poser un petit souci avec la lumière-là. Si celle-là, c'est la lumière-là, et 2 comme ça. Une là, donc attends, une, c'est... Si vous regardez d'autres vidéos à propos de ce logiciel, vous verrez que des trépieds standards sont utilisés sur lesquels sont scotchées la caméra. Il faut compter au moins 30 ou 40 € pour avoir un bon trépied. Autre chose à savoir, c'est que les caméras ne doivent pas bouger d'1 millimètre. Mais sachez que si vous utilisez du ruban adhésif, il est possible que la caméra bouge encore. Pour ce court-métrage, nous avons choisi de faire des pieds sur mesure en carton. Vous remarquerez que le support pour fixer les PSI a été conçu sur mesure. Pour les câbles, choisissez directement des câbles de 10 mètres. Ça peut vous paraître long, mais il vaut mieux trop que pas assez. Avec une telle distance, il faudra vous assurer de choisir des câbles qui vous fourniront un maximum de bande passante. Ensuite, il vous faut une grande salle pour faire un maximum de choses, les animations les plus complexes, et ne pas avoir de contraintes supplémentaires. D'expérience, nous pouvons vous dire que votre chambre ne suffira pas. Peut-être votre cave ou votre garage fera l'affaire si vous avez de la chance d'habiter dans une grande maison.
Mais si ce n'est pas le cas, vous n'aurez pas 36 solutions, il vous faudra rentrer en contact avec les mairies de vos communes pour obtenir l'une de leurs salles qu'elles peuvent vous mettre à disposition. Souvent, elles sont payantes, donc c'est à vous de négocier le prix. Mais d'autres mairies mettent par exemple leur gymnase local à disposition pour certaines associations. Vous pouvez vous arranger avec elles, négocier pour qu'elles vous donnent les clés. Dans tous les cas, partez sur une salle faisant dans les 10 mètres carrés minimum. Et de préférence, évitez les gymnases éclairés par des baies vitrées, ce genre d'éclairage vous mettant de gros reflets au sol. Cela peut s'avérer problématique, donc faites sans si possible. Pour le placement des caméras en lui-même, la documentation du logiciel vous laisse plusieurs choix, celui de les placer toutes les 4 devant la personne ou en carré autour d'elle. Comme vous pouvez le voir, nous avons choisi de les positionner en carré, le plus important étant que la totalité du corps de la personne filmée soit visible sur toutes les caméras simultanément. Il ne faut pas qu'une partie du corps disparaisse du champ de vision des caméras, cela peut poser problème. Voilà pourquoi nous vous conseillons de placer des marqueurs au sol pour que les performers aient un repère visuel sur la zone où sont captés les mouvements et d'où ils ne doivent pas sortir. Une fois tout ceci fait, vous êtes prêt. Lorsque vous avez paramétré la captation de mouvement, vous n'avez qu'à suivre les étapes que vous indique le logiciel. Une fois l'espace optimisé, le logiciel ayant détecté les caméras, vous êtes prêt pour une étape cruciale. Calibrer les caméras entre elles. Pour que l'espace 3D se crée numériquement, il va falloir calibrer les 4 caméras entre elles afin qu'elles sachent où chacune d'elles se trouve, tant au niveau de la hauteur que de leur localisation. Pour cela, il va falloir vous munir d'une lampe torche de type Maglite avec une position bougie, telle que vous la voyez sur ces images avec l'ampoule en guise de bout de lampe. Pour enregistrer votre vidéo pour la calibration, la documentation du logiciel vous conseille d'activer le filtre Darkening, qui va assombrir drastiquement l'image. Néanmoins, il n'est pas nécessaire d'éteindre la lumière de la salle, bien au contraire. Il est conseillé de laisser l'éclairage tel quel. Que ce soit ici pour la calibration ou plus tard pour enregistrer les actions, avant de lancer l'enregistrement, il est préférable d'abord de choisir vos paramètres d'enregistrement vidéo, la résolution et le framerate. Ensuite, avant d'enclencher l'enregistrement, il vous faudra calculer un décor. Pour cela, rien de plus simple. Ne placez rien qui ne soit pas un élément de décor dans l'espace de captation et cliquez sur Set Background. À ce moment, le logiciel va se représenter le décor pour les enregistrements qui vont suivre. Cette opération ne dure que quelques petites secondes. Une fois cette étape réalisée, revenez sur l'espace de captation pour la calibration. Vous allez tenir votre lampe d'une main portée vers le ciel et faire une sorte de cercle autour de l'espace praticable. D'où l'intérêt d'avoir des marqueurs au sol, pour vous repérer visuellement sur les lieux. Concrètement, une fois l'enregistrement lancé, il vous faudra faire au moins 3 tours autour de la zone marquée au sol. À chaque tour, vous devrez baisser un peu plus la hauteur de votre bras qui tient la lampe. Une fois les 3 ou 4 tours de fait, il faut finir cette calibration en touchant avec votre lampe les 4 coins de votre espace de capture. Vous attendez quelques secondes à chaque coin, pour finir ensuite par la poser au centre de votre espace. 3. Yes. 4. Une fois ceci fait, vous avez 2 possibilités. Soit vous enchaînez directement en filmant les mouvements dont vous avez besoin, soit vous prenez le temps de vérifier si la calibration est bonne. Le logiciel vous l'indique très explicitement depuis la version 3. Si vous désirez d'abord vérifier la qualité de votre calibration, restez dans EP Recorder et visionnez la vidéo, pour ensuite cliquer sur le bouton Open in EP Mocap Studio. On vous demandera alors s'il s'agit d'une vidéo de calibration ou de performance capture. Normalement, le bon choix est présélectionné par défaut. Le logiciel doit probablement détecter si le filtre Darkening est activé ou non. Une fois arrivé sur Mocap Studio, coupez la vidéo dès que la personne a le bras levé avec la lampe allumée, afin de couper le reste de la vidéo et donc la faire démarrer à ce moment. Vous pouvez faire cela avec la barre colorée en dessous. Faites de même si vous avez du gras à la fin de la vidéo. Lancez ensuite la calibration, puis attendez. Pour cette étape, d'après les tests réalisés, les performances hardware ne changent pas grand-chose à l'attente. Donc, pour cette vérification, vous n'allez pas réellement perdre de temps si vous avez pris un PC modeste dans la salle où vous réalisez cette captation de mouvement. Lorsque la calibration sera finie, le logiciel vous indiquera clairement si cette dernière est valide et praticable. Il vous donnera une note entre 3 propositions, bad, good ou perfect. S'il vous donne une note bad, vous aurez à recommencer une autre prise de calibration.
D'où l'intérêt d'en faire plusieurs, histoire, bien sûr, d'avoir un maximum de chances d'en faire une de bonne qualité. N'essayez pas de commencer à travailler sur vos animations avec une scène mal calibrée, c'est inutile, toutes vos animations vont rater systématiquement. Mais si vous avez une bonne calibration, vous pouvez peaufiner les coordonnées avec les mesures de la hauteur de vos caméras, mais aussi de la distance entre la caméra 1 et 2. Vous pouvez changer les valeurs grâce au curseur. Une fois tout ceci fait, cliquez sur le bouton pour créer un fichier contenant l'ensemble des coordonnées de la scène 3D. Il sera primordial pour la suite. Maintenant que vous savez globalement comment s'utilise EP Recorder et que vous avez enregistré tout ce dont vous avez besoin, nous allons maintenant utiliser ces vidéos sur le logiciel suivant, EP Mocap Studio. Pour cela, faites comme pour lancer une calibration. Allez dans le logiciel EP Recorder, dans la lecture de Rush, pour ensuite, une fois la bonne prise sélectionnée, cliquez sur le même bouton pour ouvrir ce fichier dans Mocap Studio. À ce moment, le logiciel étant lancé, il vous demandera de quel rush il s'agit, une calibration ou une performance capture. Une fois de plus, le bon choix devrait être validé par défaut. Ensuite, il vous demandera de charger un fichier .ipscene. C'est le fichier de la résultante de la calibration que vous avez effectué précédemment. Sans lui, vous ne pourrez pas aller plus loin. Vous avez dès lors la possibilité de charger un fichier acteur que vous avez enregistré sur un fichier. C'est un point très important. En effet, si c'est la première fois que vous lancez le logiciel, évidemment vous n'avez pas encore ce fichier. C'est la première chose dont il faut se soucier lorsque l'on commence à travailler sur l'animation via vos rushs. Quand on parle de charger un fichier acteur, il s'agit des modifications effectuées sur le personnage virtuel au centre du logiciel Mocap Studio. C'est autour de ce personnage que le chargement des animations va se faire. La première chose à faire sera littéralement de coller ce personnage sur la personne effectuant les mouvements. C'est pourquoi il est préférable de commencer chacune de vos rushs par l'acteur en pose T, car il s'agit de la pose première de ce personnage virtuel qui doit coller à l'acteur réel, et vérifier qu'il colle à l'acteur sur chacune des caméras. Si une seule d'entre elles présente le personnage virtuel décalé par rapport à l'acteur, c'est que votre fichier de calibration n'est pas valide. Ou alors s'il s'agit d'une rush faite sur plusieurs heures après la calibration, cela veut certainement dire que l'une de vos caméras a bougé. Chose qu'il faut absolument éviter, sinon aucune animation ne pourra être chargée, d'où l'intérêt d'avoir de très bons trépieds. Quand je parlais de modification du personnage virtuel, je parlais de son allure, qui doit être la plus ressemblante possible à l'acteur sur vos rushs. Pour cela, vous aurez tout un choix de modifications. Vous pourrez choisir si le pull est à manches longues, courtes ou même sans. Vous pouvez aussi choisir la taille du personnage, la forme du ventre, la couleur de peau. Une fois que vous avez réglé vos paramètres à la perfection, vous pourrez le sauvegarder dans un fichier qui pourra être automatiquement chargé sur les rushs suivantes. Cela vous évitera de reparamétrer tout à chaque nouvelle rush. Ce personnage virtuel, maintenant paramétré au mieux, va traquer l'acteur filmé image par image. Il se base aussi beaucoup sur la couleur, d'où l'importance d'avoir un personnage virtuel bien adapté, le plus ressemblant possible à la personne filmée, et des vêtements qui ressortent le plus possible par rapport à la couleur du décor pour l'acteur filmé. Par exemple, ce n'est pas vraiment le cas ici, et nous avons rencontré pas mal de difficultés, surtout au niveau des jambes. Le personnage virtuel suivait correctement le reste du corps, mais les jambes se détachaient assez vite. Comme vous pouvez le voir, le jean est d'une couleur qui ressortait très peu comparé au noir du sol dans la salle dans laquelle nous étions. Mais ce logiciel vous donne la possibilité de retoucher les animations vous-même s'il y a des imperfections. Et ce sera encore le cas une fois l'animation transposée dans le logiciel 3D. C'est le cas sous Blender, tout du moins. Nous verrons cela plus tard dans la vidéo. En fait, ce logiciel fait en quelque sorte une espèce de rotoscoping automatisé sur plusieurs angles. On peut dire que c'est un peu le rotoscoping du 21e siècle. Parlons ensuite des performances hardware lorsqu'il s'agira de faire charger les animations. Il vous faut une carte graphique.
Mais si votre carte graphique n'est pas compatible DirectX 11 minimum, Mocap Studio ne voudra même pas se lancer. Et si, lors de la calibration, le hardware n'a pas l'air d'influencer sur le temps d'attente, c'est carrément une autre histoire lorsque l'on va charger les animations. La carte graphique que nous avons utilisée est une Nvidia GeForce GT 610. Celle-ci a été achetée dans les environs de 50 €. Avec une carte graphique comme celle-ci, il faudra être très patient. Par contre, avec une carte graphique plus puissante, et donc plus chère, la vitesse sera bien plus haute, quasi instantanément à chaque frame. Un tableau sur le site de Hippiesoft vous donnera plus de précisions statistiques sur beaucoup de modèles. Maintenant, après un peu d'attente, le personnage virtuel du logiciel suit le mouvement. Il est bien sûr conseillé de vérifier plusieurs fois l'animation. Si vous voyez que le personnage virtuel dévie de la personne filmée, vous pouvez le remettre en place manuellement en replaçant les pieds ou les mains sur la frame sur laquelle vous vous arrêtez. Lorsque vous aurez correctement replacé le personnage virtuel sur l'acteur réel, la position est automatiquement enregistrée pour la frame en question. Votre animation est finalisée, il est donc temps de l'exporter. Ainsi, vous allez pouvoir l'exporter dans le format qui convient à votre logiciel 3D. Ici, nous allons choisir .bhv car c'est le format adéquat pour Blender. Avant de cliquer sur le bouton qui va créer votre fichier, nous vous conseillons de cliquer sur les 3 options ici présentes. À ce stade, vous avez votre fichier .bhv contenant l'intégralité de votre animation au sein d'un squelette. Et justement, notre point suivant concernera ce squelette. Ce squelette va contenir vos animations de la motion capture. Naturellement, il vous faudra assigner ce squelette à un modèle 3D. En des termes de jargon 3D, le rigueur à votre modèle 3D. La première chose à faire est de modéliser un personnage en pose T, et non pas les bras le long du corps. S'il n'est pas en pose T, remédiez à cela tout de suite. Sinon, aucune animation ne passera convenablement. C'est votre squelette qui comporte les animations que vous avez chargées sur les logiciels Hippiesoft. Ce que vous devez faire lors de ce rigging, c'est de vous servir de l'un de vos fichiers .bhv pour supprimer toutes les frames, sauf celle avec la pose en T, la première logiquement. À partir de cette base, vous devez riguer le squelette vers le modèle 3D. Lorsque vous avez importé votre fichier .bhv, il suffit de prendre toutes les keyframes et de les copier-coller sur l'armature de votre personnage. Ceci est faisable avec chacun de vos fichiers BHV tant que vous gardez la pose T commune aux deux ensembles de keyframes des deux animations. Il sera nécessaire de jongler très fréquemment entre le mode pose et objet avec votre squelette. Après, il sera toujours possible de retoucher les animations elles-mêmes, chaque keyframe étant supprimable. Vous pouvez ralentir ou accélérer des parties précises de votre animation, etc. Toutes vos connaissances en termes d'animation sur Blender sont encore pleinement utilisables, à la différence près qu'ici, vos animations sont déjà prêtes. Mais chaque keyframe de chaque os du squelette animé est modifiable, supprimable ou retouchable. Mais si vous avez suivi ce tutoriel, c'est que vous avez déjà des connaissances dans la 3D. Donc nous allons nous arrêter ici. Vous avez maintenant toutes les cartes en main pour faire vous-même votre motion capture. Avant de nous quitter, nous aimerions remercier les responsables des communes de Stiring Wendel et de Framing Merlebach pour le prêt des salles. Voilà, c'était Jonathan, merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous souhaite de réussir vos prochaines motion capture.